on a vu Pierre Servan. tous les étendards, les drapeaux s'abaisser quand il y a eu la sonnerie aux morts, à la mémoire des morts, et quand la Marseillaise a retenti, au contraire, tous les étendards se sont redressés et tous les militaires à ce moment-là saluent au moment de l'écoute de l'hymne national. Repos. Voilà, et dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct sur France 2 cette reconstitution de ce défilé du 11 novembre 1943. Sylvie Cozzolino, vous êtes en compagnie d'Odile Juillac, qui est la metteuse en scène de ce défilé dans quelques minutes. Voilà un défilé, Marie, qui a quand même mobilisé 700 personnes, des citoyens d'Oyonnax qui ont accepté de participer à ce défilé et à ce beau parcours, des artistes, des lycéens, des enfants, des associations. Odile, comment vous avez réussi à mettre tout cela en musique et est-ce que le défilé que l'on s'apprête à voir est vraiment très fidèle ? Alors le défilé, il est à l'identique de l'époque, à la fois sur le plan historique et sur le plan émotionnel, parce qu'on a essayé de travailler à partir des témoignages des gens de la ville, des maquisards de l'époque qui nous ont parlé, qui nous ont écrit. Donc on a pris toutes les petites anecdotes qui nous ont racontées, qui figureront dans le défilé. Donc outre la partie maquisard et la partie militaire, il y aura aussi toute la vie de la cité à ce moment-là qui sera mise sur le défilé. Merci Odile. De rien. Voilà, donc, Voilà Marie. oui, on va suivre ça évidemment en direct. François Hollande a pris place au premier rang. Pierre Servan. Oui, Marie, donc il faut savoir que lors du défilé du 11 novembre 1943, ça a pu se faire également grâce à la complicité du capitaine de gendarmerie de Yonna et du commissaire de police. Et les maquisards, bien évidemment, ont pris soin de s'assurer du contrôle du central téléphonique pour qu'il n'y ait pas un collaborateur dans la ville qui prévienne les forces de Vichy ou les forces allemandes. Donc tout ça a été préparé et le défilé lui-même de ces 3 sections à 30 hommes était sécurisé par d'autres maquisards. Il faut préciser que si on a vu les images, c'est que bien évidemment les contemporains savaient très bien que c'était un événement majeur et que pour la contre-propagande vis-à-vis de Vichy, il fallait avoir ces images. Et c'est un maquisard, Raymond Jaboulet, qui a tenu la caméra qui nous permet aujourd'hui de voir ces images. Et il y avait également un journaliste résistant, André Jacquelin, qui a pris des photos et fait des articles pour la presse résistante, car il y a aussi toute cette dimension de lutte contre Vichy et l'occupation, des journalistes, de la presse, des tracts, des documents. Et donc chacun avait conscience que cet événement était extraordinaire. Donc là, c'est l'arrivée en fait des maquisards, parce qu'avant de défiler, ils ont été positionnés à l'entrée de Yonna. Donc il a fallu trouver les camions, trouver l'essence pour transporter les 150 à 200 maquisards qui sont descendus des montagnes, les maquis de l'Ain. Jean-Claude Duret, dont le père était agent de liaison aux côtés du lieutenant-colonel Roman Petit, m'a dit que c'était dans la forêt d'Échalon que se trouvait le gros des maquisards. Il y avait, paraît-il, plus de 5000 maquisards dans la région, donc c'était une concentration importante. Et là, donc, on voit l'allure que la ville avait à l'époque avec les enfants et là, les véhicules qui transportent les premiers maquisards. Justement, Fabrice d'Almeida, la coordination, comment ça se passe pour les maquisards ? Vous parlez, Pierre Servan, d'à peu près 5000 maquisards dans le secteur. Comment les centaines de maquisards qui se sont retrouvés à Oyonnax dans l'Ain pour défiler se sont-ils coordonnés ? Alors, c'est une opération qui a été préparée à l'avance et donc on avait décidé de regrouper, ils étaient séparés en fait, ils n'étaient pas qu'un seul maquis, il y avait différents établissements, notamment des fermes dans lesquelles les différentes sections étaient réparties et donc on a décidé, il y avait une date de rendez-vous. Ça a été préparé dans les semaines qui ont précédé. Ils voulaient frapper un grand coup. Et c'est vrai, ce qu'a dit Pierre Servan, que ce grand coup, ce n'était pas seulement localement. Il y avait aussi l'idée que peut-être en faisant des films, peut-être en faisant des photos, on pourrait le faire passer via effectivement les différentes agences de presse de la France libre et envoyer ces documents en Angleterre et au-delà peut-être pouvoir faire passer l'idée qu'en France, il existait une armée clandestine de résistants capables de s'opposer et d'être présente contre les Allemands. Et donc c'est un acte qui a été très important. On dit, alors c'est un des éléments, c'est sûrement pas le seul, on dit que c'est une des raisons en voyant ces films-là qui fait que des responsables anglais comme Churchill ont pris la décision d'armer les maquis. C'est pas entièrement vrai, mais ça a pu jouer un rôle en tout cas pour montrer une présence d'une résistance française forte.
à l'étranger. Alors sur l'image, si le capitaine de gendarmerie était dans le coup de cette affaire, tous les gendarmes n'étaient pas nécessairement favorables à ce type de défilé. Ils représentaient l'ordre, entre guillemets, de Vichy. Et là, on voit donc l'arrestation par des maquisards d'un gendarme qui, au vu des premiers camions, pouvait donner le sentiment qu'il allait se précipiter pour donner l'alerte. Une précision, quelle est la tenue portée par les membres du maquis ? Blouson de cuir, un pantalon vert, des chaussures de montagne, baudrier, béret. Et en fait, ces équipements-là ont été volés, piqués par les maquisards dans un hangar dans lequel se trouvaient ces équipements pour les chantiers de jeunesse de Vichy, que Vichy avait conçu au départ comme les lieux de régénérescence de la jeunesse française, sur des modèles assez militaires, assez musclés. Et en fait, ces structures-là ont évolué progressivement justement vers la résistance, notamment à partir du STO. Et là, vous avez cette tenue qui a été, pardonnez-moi l'expression, mais piquée à Vichy, recyclée pour donner cette allure militaire. Là, c'est l'acteur qui joue le rôle de Roman Petit, qui appartenait à l'armée de l'air et qui est en tenue d'officier de l'armée de l'air. Et qui rassemble ses troupes. Charlotte Sinélange, on parlait tout à l'heure de la coordination des maquis. Il faut rappeler que aussi c'est à partir de la mi-43 que le Conseil national de la résistance va fédérer tous les groupes de résistants en France. Oui, à partir de 1943, donc, se met en place le Conseil national de la résistance qui, d'ailleurs, va mettre en place tout un programme à partir de l'année 1944. En mars 1944, il va élaborer un programme de réforme sociale profonde, de réforme structurelle pour vraiment transformer en profondeur la société française. Alors, ça passe par des nationalisations, la création des comités d'entreprise, pour donner aux syndicats une reconnaissance par le biais de la participation à la force de travail et puis par la création d'un plan de sécurité sociale. Et ces trois réformes-là vont être mises en place dès 1945, dès la Libération, parce qu'on est dans une période tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de France, de consensus extraordinaire entre toutes les forces politiques, ça n'arrive pas si souvent. Et donc ces trois réformes vont être appliquées d'emblée en 1945 à la Libération. Alors si vous nous rejoignez sur France 2, bienvenue. François Hollande préside cet après-midi une cérémonie d'hommage aux maquisards du 11 novembre 1943. Nous avons intitulé cette édition spéciale d'une guerre à l'autre. Et vous suivez la reconstitution de ce défilé pour l'histoire, défilé tout à fait inédit et hors norme, et qui avait rassemblé donc les maquisards de l'Ain qui avaient bravé l'interdiction de défiler en ce 11 novembre 1943. Fabrice Dalméda. Il y a un aspect qu'il faut quand même souligner, c'est la mobilisation de ces villes autour d'événements historiques. Et c'est vrai que là, pour Oyonnax, c'est un fait unique. D'habitude, vous savez, pour la plupart des villes, vous connaissez tous le Puy du Fou, vous connaissez tous ces festivals médiévaux, on va dire, qu'il y a aussi bien dans l'ouest que dans le sud de la France. Et c'est rare qu'on ait des spectacles qui soient liés à des événements d'histoire contemporaine. Donc là, peut-être que ce qui a été là une mise en scène exceptionnelle pour cet anniversaire va rester peut-être un élément pour Oyonnax à l'avenir de mobilisation et de souvenirs actifs. D'ailleurs, il y a des monuments aux morts, des monuments du souvenir dans toutes les villes, dans tous les villages de France. Ça date de la Première Guerre mondiale et c'est vrai que c'est un lieu de commémoration extrêmement important qui a marqué tout l'entre-deux-guerres et qui donc va se répercuter ensuite après la Libération, qui continue à être un lieu de festivité en fait. Mais parce qu'on a ajouté, il faut le préciser, souvent sur le monument aux morts de la Première Guerre mondiale, on a ajouté ceux de la Seconde, généralement moins nombreux, puisque les proportions ne sont pas du tout les mêmes, à peu près 1,5 million de morts pour la Première Guerre mondiale et puis à peu près 200 000 pour la Seconde en termes purement militaires, bien sûr. Et désormais, le monument de 43 est dans le cimetière à côté de la tombe du colonel Roman Petit. Et puis on retrouve aussi de nombreuses stèles sur les lieux de combat des maquis, le Vercors, d'autres zones, qui a des endroits précis où des maquisards ont été tués, où des maquisards ont combattu.